On va revenir maintenant sur l'affaire Nahel, justement, puisque ça y est, elle a eu une issue. On va revenir sur l'info principale de cette journée à 20h59 en direct. La remise en liberté du policier auteur du tir mortel sur le jeune Nahel en juin dernier. Le policier 38 ans mis en examen pour homicide volontaire dormait en prison depuis le 29 juin dernier. Il est désormais placé sous contrôle judiciaire. On va revenir sur tout ça. Et Jean Messia, vous avez créé une cagnotte pour le policier. Vous allez nous en parler dans un instant, puisque vous allez être entendu par la police. D'ailleurs, à cause de cette cagnotte, vous allez nous en parler dans un instant. Reda, vous restez avec nous, puisque vous allez nous dire ce qui s'est passé. On va revoir ces images de ce qui s'est passé à Nanterre le 27 juin dernier. Regardez. Il est rentré. Oh putain. Alors, Reda Bellage, lorsque vous avez appris l'annonce de la remise en liberté de ce policier, vous avez réagi comment? Pour vous, c'était une victoire? Non, pas une victoire, on a été soulagés. On a été soulagés parce que pour nous, un policier n'a pas sa place dans le cadre d'une action, je dis bien dans le cadre d'une action de police, n'a pas sa place en détention provisoire, tout simplement. Le collègue ne s'est pas levé le matin en disant tiens, je vais aller tirer sur un jeune. Ce n'est pas du tout le cas, parce que j'ai fait d'autres plateaux et j'entends un peu tout et rien. Et il faut savoir que ce collègue, quand vous faites un jugement, la première chose qu'on fait, c'est établir le profil du mis en cause. Aujourd'hui, le collègue qui est mis en cause, il a 10 ans d'administration, ouais. Il a une médaille de sécurité intérieure, ce qui est très rare dans les services de police. Il a deux médailles d'acte courage et dévouement. Maintenant, il a voulu faire son travail. La justice dira si il était dans le cadre légal et réglementaire ou pas, mais en tout cas, il a essayé de faire son travail. Et normalement, l'État devrait prendre en compte cette chose-là. Et ce collègue-là, de manière rigoureuse, en mettant en place une protection fonctionnelle. On a eu aussi d'autres problèmes. On a vu qu'il y a eu les émeutes et tout. On a eu beaucoup de policiers qui ont été visés. Parce qu'on arrive... il faudrait tout simplement, nous, unité SGP, on demande à ce que tous les noms des collègues soient anonymisés au niveau des procédures, tout simplement. Alors, Gilles, qu'est-ce qui s'est passé au procès? Pourquoi il a été remis en liberté? Alors non, les juges d'instruction l'ont entendu. Et en fait, il avait déjà fait des demandes de remise en liberté qui ont été rejetées parce que les juges avaient peur qu'il se concerte avec l'autre policier, l'autre motard qui était là ce jour-là. Comme leur version, du point de vue du procureur, peuvent diverger, le juge voulait entendre tout le monde. Là, le juge a entendu tout le monde et le juge dit, eh bien maintenant, on peut remettre en liberté sous condition. Il a versé une caution, il ne peut pas aller à Nanterre, il ne peut pas porter une arme, il peut bien entendu pas rencontrer les témoins et la famille. Il a fait 4 mois de détention provisoire. Franchement, moi, je trouve que ce n'est pas scandaleux, mais je trouve normal qu'il ait fait 4 mois. Qu'il sorte maintenant, c'est bien. C'est normal qu'il ait fait 4 mois de détention provisoire? Oui. Sur la table, oui ou non? Non, Jacques. Non, de toute façon, mais on n'a pas le droit de critiquer la justice, on n'a pas le droit de... il est communément admis on critique la police, pourquoi vous ne critiquez pas la justice? Pas le droit de remettre en cause les jugements, mais enfin, le fait est qu'on ne comprend rien. Pardon, mais on ne comprend rien. Les affaires les unes après les autres, moi je ne comprends pas quelle est l'échelle de sanctions. Et là, en l'occurrence, je pense que cette décision a été prise parce on était dans un climat extrêmement compliqué et que c'était une décision tout simplement politique. Un juge, il est aussi sensible à ce que peut lui dire sa hiérarchie, il est aussi sensible à un environnement et il n'a pas forcément envie de bousculer sa hiérarchie en prenant une décision qui va à l'encontre de ce que attendent les politiques. Pour vous, Ah non, moi j'ai trouvé ça scandaleux qu'ils soient en prison. Je trouve qu'on ne peut pas, dans une société, mettre sur un pied d'égalité une personne qui a décidé de rentrer en délinquance et de faire des braquages, de faire des vols, etc. et quelqu'un qui se lève le matin en ayant décidé de donner sa vie à la protection des autres, à la sécurité des autres, et qui trébuche à un moment dans sa vie. Certes, c'est un drame, mais quand on trébuche, c'est pas la même façon qu'on est policier et qu'on dévoue sa vie à la sécurité et quelqu'un qui est délinquant. C'est pas la même chose. Les 4 mois, pour vous, il devait non, il allait faire quoi? Il allait s'enfuir. Il allait faire comme ça. C'est quelqu'un qui est entraîné à respecter la loi, qui est foncièrement. Autrement, il n'aurait pas fait ce métier-là. Il aurait fait délinquant. On peut choisir un moment dans sa vie. On fait policier, on fait délinquant. C'est pas le même chemin. Pour vous, c'était normal? C'est scandaleux. Ouais. Et d'autant plus si on le restitue à côté de l'affaire dont on a discuté il y a quelques minutes. Comment est-ce que quelqu'un qui refuse d'obtempérer, un jeune qui refuse d'obtempérer, qui a volé un véhicule, qui refuse d'obtempérer, qui traîne un policier sur plusieurs mètres, qui lui fait un traumatisme crânien, il peut être libre le soir même. C'est-à-dire, non seulement il a été jugé à rien, mais il ne fait pas de préventive. Par contre, un policier multidécoré, aux états de service irréprochables, qui ne représentent absolument aucune menace pour la société dans l'attente de son procès, comment est-ce qu'on peut l'embastiller pendant 4 mois et demi? C'est absolument honteux. Et si on doit juger les policiers, mais que diantre, pourquoi ne juge-t-on pas aussi les juges?
Les juges qui sont responsables de ce laxisme judiciaire, qui libèrent à tour de bras. Vous voulez que j'ai plein d'affaires là, enfin j'en ai quelques-unes. Dans ce cadre-là, c'est pas du laxisme, justement. Non mais juste à Argenteuil, Samir B suspecté d'agression sexuelle sur 2 nonagénaires. Garde à vue, remis en liberté le 16 octobre 2023. Un homme de 29 ans a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des menaces de mort antisémites à l'encontre de Cyril et d'Arthur. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a été remis en liberté le soir même. Un homme de 22 ans qui avait été tué par balle fin octobre à Brest. L'un des suspects a été mis en examen pour meurtre par le juge d'instruction et l'autre a été placé sous statut de témoin assisté. Personne n'a fait de préventive. Alors c'est des cas gravissimes. Pourquoi est-ce qu'il y a une justice? Attendez, pourquoi? Non mais j'ai les références, on va pas détailler ici, mais pourquoi attendez, je termine par ça. Pourquoi la police, pourquoi quand on est policier, on a... Ah oui, il n'a pas dit Jonathan, il a dit Samir. On se dit c'est mais par contre, attendez, mais pourquoi vous dites Samir B? Pourquoi vous ethnicisez comme ça? Enfin, c'est incroyable. C'est quoi ces réflexes là? Je veux dire, parce qu'il s'appelle Samir, c'est pas grave, et quand il s'appelle Christophe, c'est... Pourquoi vous les nommez? Non, mais parce que c'est pas grave, on s'en fout. Mais ce sont vos confrères qui les nomment. Non, mais la question que je pose, c'est pourquoi, quand on est policier, on est soumis à une justice d'exception. C'est ça la question. Quand on est policier, eh bien la justice vous tombe dessus à bras raccourcis au nom probablement d'une idéologie, parce qu'on sait très bien que la magistrature est gangrénée par une idéologie d'extrême gauche. Le syndicat de la magistrature, pour ne pas le nommer, représente 35% des juges. Il était à la manif, représenté à la manifestation contre les violences policières, ce qui est déjà une honte. Et donc effectivement, la police, les policiers, les forces de l'ordre de manière générale sont jugés pas de la même façon que les malfrats, parce que vous comprenez, un certain nombre de juges sont là pour juger la société et pas pour juger les coupables qu'ils ont en face d'eux. Vous, Jean Messia, vous êtes là aussi. Sur réagir pour les 4 mois de prison, moi, non pas. Pour les 4 mois de prison, est-ce que vous trouvez normal qu'il ait pris 4 mois? Moi, je pense que c'est normal qu'il ait pris 4 mois, en fait. Pourquoi? Je pense que c'est normal parce que, voilà, vous me prouvez le contraire. T'as vu le road trip de Naël? Non, mais attends, mais moi, je suis toujours pour la sévérité ici. Vous n'allez pas me dire que moi, je ne suis pas pour la sévérité. À chaque fois, je dis quand il y a un policier qui est en danger, s'il doit être le policier qui a tiré en l'air, j'ai trouvé ça super bien. Je suis toujours pour la sévérité, je suis toujours pour le respect des institutions et on ne joue pas avec la police. Sauf que le profil qu'on m'a dit, où je me trompe, c'est qu'il était connu, lui, de ces policiers-là, le petit Naël. Il le connaissait. On m'a dit qu'il le connaissait, les policiers. Il savait où il habitait, et on savait que c'était un gars de c'était une unité particulière. Il le connaissait. Et je trouve que c'est un peu démesuré de le mettre en joue, et il démarre, et on enlève la vie. Bon, c'est un gamin qui fait des conneries, mais on enlève une vie. Et il faudrait que le policier... Alors, Géraldine. Alors, t'as vu le périple de Naël ou pas? Parce que donc il y a eu les vidéosurveillance, on a vu son périple, donc il roule, il manque de percuter une dame avec une poussette, il manque de percuter un cycliste. Là, il est bloqué parce qu'il y a des travaux, et là, on lui demande de couper le moteur. Il ne le fait pas. Comment on fait, en fait? Comment on fait s'il repart et si, je sais pas, il percute quelqu'un et il y a la mort de quelqu'un? Mais dans les faits, il a tué personne. Si tu le flic, il n'y a aucun problème, tout le monde s'en fout. Non, mais tout le monde s'en fout. Les mecs, là, on arrête le débat parce qu'on doit parler. Il ne faut pas tuer les flics. Tout le monde s'en fout, et personne ne tweet, personne dit mon petit ange, rien à foutre des flics. Mais dans ce cadre-là, comment veux-tu que le flic fasse concrètement? Tu penses dans les pneus, j'en sais rien. Non, mais ça dure 2 secondes. Comment tu veux? Et si jamais les flics l'avaient pas arrêté, qu'ils avaient renversé ton gamin et qu'ils l'avaient tué, t'aurais dit quoi? Moi, s'il y a mon gamin en passager, mais réponds à la question. Qui tue mon gamin. J'aurais été content, mais je suis le premier. Mais pas content, tu rigoles ou quoi? T'aurais mis en cause la police en disant on n'a pas fait son boulot, elle aurait dû l'arrêter. À un moment, il faut choisir. On parlait du fait qu'il roule dans une voiture qui est immatriculée en Pologne, il n'a pas de permis, il a 17 ans, elle n'est pas assurée. Non, mais ça fait 2 jours qu'il fait le kéké comme ça. Tu vois, il y a un... Pardon? Tu peux arrêter quelqu'un sans le... Non, mais ça, c'est facile à dire sur les plateaux télé. Voilà, exactement, il y a un principe de réalité. Tu crois que vraiment ce policier se lève le matin en disant ouais, allez, je vais tuer, là, c'est bien, c'est un super métier. Ils font des métiers, c'est des humains, ils font des... Non, mais il faut tu dis la sévérité doit être la même pour un policier ou pour un délinquant. Moi, je ne crois pas du tout. Ah non. Je veux dire, pardon, mais la société ne peut pas punir de la même façon un policier, quelqu'un qui est là pour te protéger, pour faire en sorte que... cette personne-là qui a une arme dans la main, éventuellement, ne blesse pas quelqu'un d'autre après. Enfin, je veux dire, c'est de ça dont il s'agit. C'est terrible. Mais attends, mais la question, excusez-moi, mais là, on parle de 4 mois de préventif. Le débat est quand même assez incroyable parce que, excusez-moi, les policiers sont là pour faire appliquer la loi. Aucune personne au monde, lorsqu'elle obéit aux policiers, quand les policiers demandent de vous arrêter, ne risque quoi que ce soit. À partir du moment où vous décidez d'enfreindre la loi,
en n'obtempérant pas à des gens qui sont dépositaires de l'autorité publique. C'est ça l'état de droit. Oui, on se gargarise de l'état de droit uniquement, bizarrement, quand il s'agit de ne pas expulser des gens en dehors des frontières. Mais l'état de droit, il commence là. Et si vous obtempérez pas, ben vous mettez le doigt dans un engrenage qui peut vous conduire à des drames. Mais c'est la faute de qui à la fin? À la faute de celui qui n'a pas obtempéré. Le droit n'a pas été respecté pour ce policier qui a demandé donc du parloir systématiquement et le parloir lui a été refusé depuis juin. Exactement. Voilà, donc c'est quand même incroyable. Jean Messia, voilà. justement, pour vous, donc sa place n'était pas en prison. Vous avez eu des nouvelles de sa famille? Je suis en contact avec sa famille. J'ai eu son épouse tout à l'heure. Vous a dit quoi? Qui m'a dit qu'elle était soulagée de voir son mari libéré. Ils ont dû déménager d'ailleurs. Ouais. C'est une famille qui a été, c'est une famille qui est entrée dans la tourmente dès le 27 juin puisque leur adresse a été dénoncée sur les réseaux sociaux. Ils ont été obligés de déménager dans un contexte où le traitement, c'est-à-dire le salaire du policier, et je parle sous le contrôle de M. Bellage, a été interrompu. Donc ils ont eu des frais de déménagement. L'adresse de leur hôtel a été à nouveau dénoncée. Ils ont été obligés de déménager dans un autre hôtel. Ils ont un enfant en bas âge. Et bizarrement, la société a trouvé ça incroyable. En tout cas, une partie des médias et des politiques a trouvé ça incroyable qu'on fasse preuve de compassion vis-à-vis de la famille de ce policier. Donc on était obligé d'avoir de la compassion pour la famille d'un petit voyou. Ça n'avait pas de problème. Mais par contre, pour la famille d'un policier, alors ça, il fallait pas en avoir. Vous avez créé une cagnotte, Jean Messia? Oui. Pour le policier. Pourquoi vous êtes mêlé de cette affaire? Parce que j'ai trouvé ça incroyable que effectivement on mette la famille d'un policier dans une situation pareille. J'ai estimé que l'État, en tout cas l'administration, au nom de laquelle il est intervenu dans la rue, ne le protégeait pas assez, ne protégeait pas assez sa famille. Et je suis comme des millions de Français, j'ai été scandalisé par le traitement de ce policier. Il y a eu combien sur la cagnotte? 1 632 000 euros. Ah ouais, quand même. Pour 87 000 donateurs. Alors, et qui a touché l'argent? Sa femme. Ça y est, c'est bon? Oui. Ah ouais. Maintenant, elle est passée donc en fait, sous ses caisses. Passée sous ses caisses. Ça veut dire qu'il faut tuer quelqu'un pour gagner de l'argent. Je vais apporter une petite précision. Alors attendez, c'est important là. Non, une petite précision. Il faut savoir qu'aussi l'amicale des motards du 92 a ouvert une quête qui elle n'a que. Nous, on l'a fait pour la famille parce que malheureusement, on a plusieurs cas où les femmes et les enfants se retrouvent seuls. Et on a récolté, l'amicale des motards des Hauts-de-Seine a récolté 85 000 euros. Là, pour qui eux sont. La famille peut les utiliser. D'accord, mais et l'autre, le million, il est sous séquestre. Non, il est pas sous séquestre. C'est-à-dire que comme il y a une procédure, la famille préfère pour l'instant ne pas y toucher. Mais ils l'ont touché. Ils l'ont touché. Ouais. Vous êtes convoqué par la police. Pourquoi? Alors, quand j'ai ouvert cette cagnotte, évidemment, la gauche et l'extrême gauche, les parlementaires, etc., vous avez des débats homériques à l'Assemblée nationale, se sont offusqués de cette cagnotte et donc on saisit d'abord le procureur et la famille de Naël a porté plainte contre moi, tenez-vous bien, pour escroquerie en bande organisée. Donc moi, évidemment, le motif, je suis tombé des nues, je me dis, le parquet... Vous n'avez pas touché un euro, vous, de la cagnotte? Moi, en fait, quand on ouvre une cagnotte, ceux qui ouvrent des cagnottes le savent, on est obligé de donner la pièce d'identité du bénéficiaire et le relevé d'identité bancaire du bénéficiaire, qui, en l'occurrence, c'était pas moi. Donc l'argent n'a pas transité par moi ni par aucun tiers. L'argent de la cagnotte a été versé directement sur le compte du bénéficiaire, c'est-à-dire l'épouse du policier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, quelle n'a pas été ma surprise, que le parquet, sur des motifs aussi fallacieux, a décidé en 24 heures d'ouvrir une enquête. Donc moi, je me suis dit, si c'est ça, je vais porter plainte, moi, contre la cagnotte ouverte pour la famille de Naël, pour les mêmes motifs, dans une forme de symétrie. Vous risquez quoi? Jusqu'à aujourd'hui, le parquet ne m'a toujours pas répondu. Donc après, quand on veut me vendre l'idée d'une justice indépendante et impartiale, excusez-moi, j'en ai eu ma coupe. Vous risquez quoi? Pour l'instant, rien, parce que je suis convoqué en audition libre. Donc, d'accord, donc ça va. Voilà, donc alors, si vous voulez, parce que le problème, il est quoi? Escroquerie en bande organisée. J'ai escroqué qui? Quel bénéfice j'en ai tiré personnellement, moi, financier? Rien. Ouais. Si j'ai escroqué les 87 000 donateurs de la cagnotte, c'est à eux de porter plainte pour escroquerie. Bizarrement, personne ne l'a fait. Donc, à moins qu'ils considèrent que les 87 000 personnes, c'est la bande organisée. Auquel cas, les donateurs vont porter plainte pour diffamation. En fait, Jean Messia, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des informations confidentielles du traitement des antécédents. C'est faux, c'est pas prouvé, ça a arrêté de diffamer, c'est faux. C'est ce pourquoi vous allez être entendu, on est d'accord. C'est une non mais vous avez. Je peux même pas placer. Attention à ce que vous dites. N'affirmez pas. Ce qu'on vous reproche d'avoir fait, ce que la famille de Naël vous reproche d'avoir fait, c'est d'avoir pris des informations, avoir divulgué ces informations confidentielles, Cyril, pour criminaliser Naël. Et donc les donateurs ont donné
en croyant que Naël était un criminel multirécidiviste. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas porté plainte? Ils ont donné pour une raison fallacieuse. C'est ce qu'on lui reproche. Il n'y en a aucun qui a porté plainte? Pardon? Il n'y en a aucun qui a porté plainte. Non. C'est la famille. Et l'avocate de la famille, donc, a déposé une plainte qui a été jugée recevable et il y a une enquête autour de ça. Mais voilà. Vous avez présenté Naël sous un jour qui n'est pas le sien selon la famille. C'est cousu de fil blanc, pas du tout. J'ai pris les informations qui étaient disponibles à l'instant T. D'ailleurs, je ne suis pas convoqué pour ces motifs-là. Vous êtes convoqué pourquoi alors? Je suis convoqué uniquement sur le chef d'accusation d'escroquerie en bande organisée parce que le reste ne tient pas la route. C'est ça l'escroquerie en bande organisée. Je viens de vous la définir. C'est incroyable. Mais non. Vous faites le boss sur une affaire et maintenant vous vous présentez comme la victime. C'est impossible. Vous dites que j'ai trompé les donateurs. Oui. Est-ce que c'est la justice. D'accord. Il dira. La justice. Est-ce qu'un seul donateur a porté plainte? Je vous parle de la justice, je ne vous parle pas des donateurs. Mais c'est pas ça. Quel est l'intérêt de la famille à agir pour le compte de donateurs? Est-ce que les donateurs ont donné procuration à la famille de Naël pour porter plainte contre moi pour escroquerie? Et pourquoi? Et deuxième question, si ouvrir une cagnotte vous vaut d'être accusé d'escroquerie en bande organisée, moi j'ai porté plainte contre la famille de Naël pour escroquerie en bande organisée. Pourquoi le parquet ne m'a toujours pas répondu? Parce que votre plainte elle est bidon alors que la leur elle est recevable. Elle n'est pas recevable, elle est recevable politiquement. Voilà la vérité. C'est pour calmer les zones de non-France après les émeutes. Voilà, c'est tout. C'est ça la vérité. Vous serez entendu lundi. Je serai entendu lundi, ouais. Vous viendrez nous raconter si vous voulez bien. Ah oui. Pour moi, c'est une convocation politique parce que, et même l'acceptation de la plainte par le parquet, à l'époque, on était encore dans les émeutes, le parquet, probablement sous l'influence de journalistes gaucho-progressistes dont vous êtes, d'accord, il a décidé effectivement d'envoyer un signal aux zones de non-France pour les calmer parce que c'est politique, c'est tout. Merci, ça n'a rien d'autre. Jean-Michel, vous nous direz lundi, d'accord? Je vous dirai lundi. Après. Merci Reda Bellaccia. Et tout de suite, c'est Mongeville. C'est vite.